Allez, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Club Bâtiment, communauté qui a pour but bien, d'aider les dirigeants à transformer l'organisation de leur boîte vers le prochain palier. Et aujourd'hui, on va parler avec Greg de gestion, de conseil de gestion avec notre comptable le plus fun de France. Salut Greg, tu vas bien? Salut Fred, merci pour l'invitation, merci pour le petit surnom, ça va très bien, ça va très bien. Je suis ravi d'être là. J'adore aller là où il y a de l'énergie et je sais qu'avec toi, Fred, il y a de l'énergie. Yes, bah, merci à toi d'être parmi nous. Alors, en préambule, est-ce que tu peux un petit peu te présenter à nos membres? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Grégory Prouveau. Je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes. Ça, c'est le titre qui me définit aujourd'hui. Mais je suis simplement un entrepreneur et passionné par l'entrepreneuriat. Et pas vous raconter tout le parcours, mais j'avais créé une première boîte à l'âge de 25 ans, plutôt dans le marketing. J'achetais des espaces pubs sur Facebook pour les revendre à des entreprises qui avaient besoin de visibilité. Donc, j'achetais des espaces pubs pour les revendre à d'autres boîtes. Et ensuite, je suis devenu expert comptable et j'ai racheté un cabinet d'expertise comptable. Ça fait 9 ans, d'ailleurs, ça fait 9 ans tout juste, quoi. Et ce cabinet, il y avait une dizaine de collaborateurs à l'époque. Donc, je suis installé à Paris, hein. J'ai 4 agences aujourd'hui à Paris et en Ile-de-France. Et donc, j'avais 10 collaborateurs à l'époque. Je suis monté à plus de 40 collaborateurs et aujourd'hui, je préfère maîtriser ma croissance et j'ai un petit peu moins de 40 collaborateurs, donc sur 4 agences à Paris. Et j'accompagne finalement tous les secteurs d'activité. Et le BTP, c'est une part assez importante. Je pense que ça doit représenter peut-être, alors 10 à coup sûr, peut-être jusqu'à 15% des entreprises que j'accompagne. Donc, c'est plutôt important. Alors pourquoi? C'est un petit peu historique parce que j'avais un collaborateur qui est disparu aujourd'hui, qui était d'origine portugaise et qui avait développé cette activité. On était très bien référencés auprès des banques portugaises qui nous envoyaient pas mal d'entrepreneurs de qualité. Et puis il était Georges, qui était le collaborateur en charge, était suppléé par Elisa, qui est également d'origine portugaise. Donc on a une belle communauté avec nous. C'est super sympa. Je veux me mettre au portugais depuis le temps que je le dis, franchement, parce que souvent, ça parle portugais, je ne comprends rien. Mais en tout cas, on fait des bonnes bouffes. Je suis souvent invité à des méchouis. On se fait des bonnes bouffes vraiment dans la communauté portugaise. C'est très sympa. Ah bah yes, le BTP en France. Merci pour cette présentation. Et c'est vrai que voilà, tu as un profil qui dépasse vraiment ton activité de comptable et d'expert comptable. Et c'est pour ça que c'est toujours hyper agréable d'échanger avec toi sur plein de sujets parce qu'effectivement, tu vas au-delà de ton cadre habituel du comptable et de l'expert comptable. Et ça, je trouve que ça amène une ouverture d'esprit fantastique. Donc, C'est ça. toi, Greg, ça C'est serait ça. les trois conseils justement pour avoir une gestion équilibrée quand on est dirigeant d'une TPE, d'une PME. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, j'adore. Enfin, avant d'être expert comptable, je suis entrepreneur tout simplement, hein. Et donc, je me mets à la place de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, si on doit se concentrer sur les problématiques qui vous concernent, je pense que c'est des problématiques assez récurrentes. Mais je le vois avec l'entrepreneur que j'accompagne. Première chose, c'est le recrutement. Comment on fait pour recruter? Comment on fait pour pouvoir, du coup, derrière, accepter les nouveaux chantiers, pouvoir continuer à faire grandir notre entreprise? Ça, c'est une vraie problématique dans le secteur du BTP parce qu'il y a cette pénurie. À la fois, il y a une pénurie et en plus, quand on trouve quelqu'un, c'est la qualité qui laisse à désirer. Je pense que ça te fait un petit peu sourire dans le coin, mais je pense que c'est une vraie problématique qu'on retrouve. Je le vois hein, clairement dans mes clients. Mais du coup, j'en ai beaucoup vraiment qui travaillent très bien, mais qui ont du mal, enfin, finalement, qui ont laissé tomber et qui s'en accommodent, qui n'arrivent pas à recruter, qui n'arrivent pas à grandir. Donc, ils restent tels qu'ils sont. Et ça, c'est une vraie problématique. Alors, j'ai pas la solution miracle, hein, mais c'est un travail de fond. Et moi, ce que je trouve, c'est ce que j'aime faire, hein, franchement. Si je peux vous partager des petites idées là-dessus, j'aime bien voir ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité. J'ai envie que vous puissiez peut-être travailler un peu le personnel, enfin pas le personal branding, mais travailler le branding de l'activité de votre société. Et peut-être, enfin, c'est ce que je fais moi à titre personnel aussi, peut-être proposer des choses ou faire des choses, d'aller prendre des idées dans d'autres secteurs d'activité et de les rapatrier dans le vôtre pour peut-être donner une image un petit peu différente pour vos recrutements, pour peut-être aussi vos clients, si vous souhaitez développer vos clients, votre clientèle. C'est ce que j'aime bien faire, essayer de voir si ça fait un petit peu dans d'autres secteurs d'activité.
Par exemple, c'est peut-être con, mais moi, dans mon secteur d'activité, c'est pareil. C'est une vraie galère de recruter. C'est hyper compliqué de recruter. Les salaires, ils ont explosé. Il y a très peu de candidats et souvent, les candidats, ils se croient là-haut alors que les gars, vous commencez, quoi. Je pense que c'est pareil dans le BTP, quoi. Je pense qu'on peut Ouais. faire un peu un parallèle là-dessus, quoi. Tu as Et raison, du coup, c'est un vrai point de douleur et c'est sûr qu'après, il faut rester exceptionnel par rapport à ça parce qu'effectivement, bah, la croissance passe par la délégation et la délégation amène le franchissement du palier supérieur qui amène le dirigeant à avoir une activité plus équilibrée au service de sa vie. Sinon, s'il abandonne vis-à-vis de cette difficulté, ben, rapidement, il arrive des frustrations qui sont importantes, rapidement, il arrive de la stagnation. Et puis là, ben, on commence à avoir un état d'esprit qui est pas forcément le bon. Et du coup, clairement, on stagne et on n'avance pas. Et par exemple, dans notre programme, le Club Bâtiment, avec tout son accompagnement, on a par exemple l'exemple de deux adhérents qui sont passés cette dernière année de 10 à 20 salariés. Donc oui, c'est pas facile, mais c'est possible si on y croit profondément et qu'on est assez obsessionnel pour ça, parce qu'il y a quand même des solutions vis-à-vis de ça. ouais, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils ont fait pour recruter. Alors, ils sont peut-être dans un secteur, dans une branche qui recrute encore. S'ils sont passés par l'apprentissage, s'ils ont réussi à faire monter les gars progressivement, les équipes progressivement. Moi, il y a un truc en fait qui plaît beaucoup et qui peut peut-être être fait aussi dans le BTP pour essayer de recruter. C'est en fait, je montre ce que je fais. Je montre en quoi en quoi le métier consiste. Je le montre notamment sur YouTube et du coup, je reçois beaucoup de jeunes qui veulent travailler chez moi, beaucoup de CV. Encore hier, j'étais en trottinette, je rentre mes agences et il y a un jeune qui était en vélo à côté de moi qui m'arrête et qui me fait « Oh là là, j'allais vous écrire et tout ». Il voulait m'envoyer son CV en fait. C'est un jeune qui m'a reconnu avec mon casque. Très sympa, quoi. Voilà, il est en bac +5, il veut. Donc là, il m'a envoyé mon CV hier. On a fait l'entretien sur le trottoir hier. C'était très sympa, quoi. Mais peut-être, si c'est voilà, pour recruter, c'est peut-être avoir un visage un petit peu différent, montrer ce qu'on fait et montrer comment on le fait. Parce que on peut se dire que montrer de la compta sur YouTube, ça peut être chiant. Et peut-être qu'on peut se dire que montrer du BTP sur YouTube, ça peut être chiant. Mais en Exactement. fait, on peut se le dire. Et c'est clair, vous avez raison. Mais en fait, non, ça va intéresser les gens. Ça va intéresser les jeunes qui sont motivés dans le métier. Parce qu'en plus, du coup, vous allez attirer ceux qui sont les plus motivés. Ceux qui seront allés taper sur YouTube des mots-clés pour rechercher comment apprendre à faire ci, à faire ça, comment faire ci, faire ça, travailler en équipe, je ne sais pas. Et en fait, vous allez attirer à vous les personnes les plus motivées. Et la personne qui est venue me voir hier en trottinette, là, un pédigré de fou, quoi. Très peu d'expérience, mais un pédigré de fou, un gros potentiel. Donc ça, c'est peut-être un petit tips, un petit conseil que je peux vous partager. En tout cas, moi, ça fait la différence chez moi et c'est tellement efficace que dans mon secteur d'activité, c'est l'air de recruter, j'ai créé un cabinet de recrutement. Tellement je reçois de CV. J'ai plus de 1000 CV de gens qui sont venus sur mon site internet, qui ont cliqué sur le bouton postuler, qui ont répondu à des questions pendant 40 minutes. Et ça me fait à la fin de tout ça, ça fait 1000 CV dans ma base. Voilà. Donc conseil numéro un, travaillez son image de marque et rendez votre entreprise sexy pour que ça crée de l'engouement autour de votre entreprise et puis que vous puissiez avoir pourquoi pas des candidatures spontanées. Exactement. Moi, je trouve ça cool. Voilà. Et après, moi, je mise beaucoup sur l'apprentissage aussi. Le TP, c'est quand même un moyen aussi de trouver des bons éléments, de les faire progresser. Voilà, et finalement, je les fidélise. Ça, c'est important aussi de pouvoir les fidéliser. Mais en fait, ils sont fiers de YouTube, ils sont fiers de ce qu'on fait. J'arrive à leur donner des missions qui les challenge toujours un petit peu plus. Et c'est difficile de recruter, mais c'est peut-être un peu moins difficile de conserver les équipes. Donc, attention à cette stratégie-là que vous devez mettre en place pour aussi fidéliser vos équipes. Moi, dans ce sens-là, j'ai un management qui est le mien. Chacun a son management. Mais c'est vrai que moi, mes équipes, je leur dis tout. Je suis hyper transparent. Je leur partage tout. Et plus ils sont curieux, plus je leur donne. Et je les aide à apprendre. Donc, c'est gagnant-gagnant, finalement. Et je les responsabilise assez facilement et ils aiment ça. Voilà. Et donc, du coup, là, cette année, je ne vais pas pouvoir regarder tous mes apprentis, mais il y a Mariam qui est à côté de moi, qui est apprentie chez nous depuis 2 ans. Donc, là, elle va passer en contrat, en CDI. Là, l'année dernière, c'était Belaïd. Voilà, chaque année, j'en conserve. Et je sais que c'est des gens qui vont rester avec moi sur la durée, quoi. Ah, yes. Voilà. Donc, ça, c'est un point qui me paraît important dans un secteur comme le vôtre, qui est vraiment galère, je sais, pour recruter, quoi.
Voilà. C'est la même chose chez moi. Voilà. Premier conseil que je voulais vous partager un petit peu. Ça peut-être c'est un peu une inspiration, une idée, quoi. Après, il y a une deuxième chose. Moi, je le vois beaucoup chez mes clients. C'est la facturation de manière générale. Ça, c'est notre thématique. La facturation, c'est un point, c'est essentiel, hein, c'est un point très important. Il y a un formalisme à respecter, il y a peut-être des outils à utiliser, il y a des mentions obligatoires vraiment à suivre, à indiquer sur vos factures. Et ce qui est important, c'est que vous soyez bien au clair sur les taux de TVA que vous devez pratiquer, sur les mentions que vous devez indiquer aussi sur vos factures. Ça va dépendre notamment des taux de TVA. Hein, si vous êtes en mode sous-traitance parfois, si vous avez un petit peu de sous-traitance et que vous faites de l'auto-liquidation, eh bien, il y a des mentions qui sont importantes à préciser. Voilà. Vous ne pouvez pas ne pas les mettre parce que sinon, c'est con, hein, mais vous prenez un risque fiscal et même parfois un risque pénal. Non, le risque pénal, non, ce n'est pas à ce niveau-là, mais là, c'est un risque fiscal. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pénalités sur chacune des factures où la mention ne sera pas bonne. Donc, si vous faites beaucoup de factures, ça peut monter très vite. Et par exemple, si vous faites un peu de sous-traitance, donc vous êtes en situation, pour la TVA, vous êtes en situation de auto-liquidation, voilà, ça doit en parler à certains d'entre vous, eh bien, il y a une mention qui est obligatoire et c'est, il faut indiquer article, je crois que c'est 293B du Code général des impôts. Voilà, il faut faire cette mention-là, mais si vous ne la faites pas, on peut se dire à quoi ça sert. C'est vrai, à quoi ça sert, franchement. C'est chiant en plus. Mais en fait, c'est chiant, mais ça sert à quoi? Putain, une mention comme ça, à quoi ça sert? C'est le côté rébarbatif, très administratif de la gestion. Voilà. Je pense que jusqu'à présent, franchement, je ne sais pas trop à quoi ça servait. Ça pouvait, franchement, je ne sais pas. Mais demain, on va être sur la facture électronique. Demain, c'est à partir du 1er juillet 2024. Voilà, ça va être progressif. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Exactement. Tous, voilà, finalement, progressivement, on va être obligé de mettre en place un système de facturation électronique. C'est-à-dire que… 2024, c'est pour les PME et puis 2026, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour les TPE. Exactement, c'est progressif. Donc, bon, voilà, si vous êtes en mode TPE, ce qui va être la majorité de nous, hein, finalement, ça va être 2025, 2026. C'est progressif. Voilà. Mais sachez que du coup, il va falloir que vous ayez un outil de facturation qui soit adapté. Hein, et bon, je pense que vous allez recevoir des communications là-dessus de la part de vos fournisseurs. Mais les factures sur Excel, ça va être fini. Ça, c'est clair. S'il y en a encore parmi d'entre vous qui font des factures sur Excel, c'est mort. C'est mort. Terminé, rideau. Terminé. Et c'est peut-être un mal pour un bien, vous savez, parce que faire une facture, ça coûte cher. Ça coûte cher faire une facture. Le prix moyen d'une facture, je crois, c'est 17 €. Entre le temps qu'on passe, l'envoi par la poste, si on l'envoie par la poste, le timbre, tout ça, le prix moyen, c'est 17 €. Passer à la facture électronique, c'est réduire, mais très fortement, le coût de production d'une facture. Voilà. Et donc déjà, en attendant, c'est d'avoir un logiciel. Si vous êtes sur Excel, aujourd'hui, ça vous coûte trop cher de faire une facture. En plus, il y a un risque d'erreur. Donc, il faut utiliser un logiciel de facturation. Et le logiciel de facturation, le jour venu, il sera en mode facture électronique. Ça veut dire qu'en fait, toutes les factures que vous allez générer, elles vont être transmises à une plateforme qui va centraliser toutes les factures de tout le monde. Pas que dans le BTP, hein, tout le monde. Et ensuite, ça va être en connexion avec les impôts. Les impôts vont être avertis des factures générées. Ça va leur permettre de savoir en temps réel, notamment, quel est le montant de TVA qu'ils vont recevoir. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Et du coup, c'est aussi un moyen, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous puissiez recevoir aussi les factures électroniques que vos fournisseurs vont vous envoyer. Et donc, votre outil, votre plateforme, il faut qu'elle soit habilitée et homologuée. Donc ça, c'est en cours d'être installé. Je crois qu'on en saura plus fin 2023, début 2024 là-dessus. Mais il faut le prendre comme… Alors, ça peut être chiant tout ça, mais il faut le prendre comme un avantage. Essayons de le prendre comme un avantage. Yes. Et l'avantage, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir peut-être avoir de la visibilité en direct sur votre facturation, sur votre trésorerie potentiellement. Et de pouvoir faire des arbitrages, peut-être identifier des potentiels, des investissements à faire et de pouvoir piloter du coup votre entreprise avec beaucoup plus de clarté et de visibilité parce que vous allez avoir ces informations disponibles plus facilement et surtout en temps réel. Donc, ces contraintes-là, voilà, je pense que derrière, il faut en tirer les avantages. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Ah bah carrément. Et donc, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous retrouvez différents lives avec les éditeurs de logiciels les plus importants sur le secteur du BTP,
On a fait à peu près un live avec tous, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et effectivement, ça peut être un moment formidable pour effectivement élever votre entreprise parce que souvent, le logiciel, c'est comme un prestataire. Selon le niveau dans lequel on le choisit au départ pour des raisons financières. Et après, plus l'entreprise elle évolue, plus on a besoin d'avoir des outils. Et l'informatique est un énorme levier par rapport à ça pour structurer, pour passer au niveau supérieur et également pour faciliter la vie de tout le monde. Et par rapport à la facturation, Greg, est-ce que tu constates chez nos dirigeants beaucoup d'écarts de facturation? Je m'explique profondément, c'est-à-dire clairement de la trésorerie dehors. Ouais, s'il y a beaucoup d'argent dehors. C'est vrai que les gros, ceux qui, dans mes clients qui se sont le plus développés, j'en ai qui ont 30 salariés, 40 salariés, eux, ils ont plus de mal à se faire payer. J'en ai même un qui était plus qui était dans le gros œuvre, qui a même dû déposer le bilan. Il a pris un chantier trop gros pour lui. Il faisait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, grosso modo. Et là, il avait pris un chantier à 16 millions d'euros. Et en fait, sur ce chantier, ça s'est mal passé. Pas forcément de sa faute, parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants sur le chantier. C'était un gros chantier à Jouy-en-Josas sur le campus d'HEC. Et c'est un chantier qui s'est mal passé à cause de prestataires extérieurs aussi. Et, ça s'est mal goupillé. Voilà, je pense qu'il y en a qui connaissent un peu. Et il a dû déposer le bilan. Il a été à court de trésorerie parce qu'il a engagé des frais trop importants au-delà de ce qu'il pensait. Et parce que finalement, il y avait trop de malfaçon, pas forcément de sa part à lui, mais peut-être aussi la conséquence des malfaçons des autres. Et finalement, il n'était jamais payé de son travail parce que celui qui surveillait les travaux et qui validait les facturations et l'avancement, il n'était pas d'accord. Donc, il n'était pas payé et au final, il ne pouvait plus, quoi. Mais je trouve que c'est vrai, chez les gros, ceux qui sont plus développés, plus avancés, il y a des délais de paiement qui peuvent s'allonger. En B2B, beaucoup on travaille en B2B chez les gros, il y a des délais de paiement qui vont vraiment s'avancer, qui vont s'allonger, surtout si on travaille avec des donneurs d'ordre qui sont des grosses structures. On subit un peu trop, quoi. Ils sont un petit peu, ils ont trop le pouvoir finalement et on subit. Après, si on est dans le B2C, il y a moins ce problème. Même chez le particulier. Si même chez le particulier, quand même, on constate, nous, à toutes les sessions de diagnostic qu'on offre, si ça a du sens pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. À chaque fois, on pose la question aujourd'hui, en termes de trésorerie, tu en es où et quelle est la trésorerie dehors? Et presque, on va dire, plus de 50% des entreprises ont de la trésorerie dehors. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu l'ancien modèle. L'ancien modèle, c'est je fais une visite technique chez mon client et j'envoie le devis par mail et puis après, on verra les détails. Voilà. Et souvent, la problématique vient de là. Et donc, dans le club dirigeant bâtiment 4.0, on travaille notamment ce facteur de croissance-là. On en travaille bien d'autres, mais on travaille celui-ci. L'objectif, effectivement, c'est de s'y prendre commercialement différemment. Déjà, pour faire la différence par rapport à ses confrères, travailler avec différents rendez-vous qui ont à chaque fois des objectifs bien précis, de poser des questions sur les goûts, les choix, les envies, le budget. Ça, c'est vraiment la base. Donc, je mets en place une relation avec mon client, qu'il soit en B2C ou en B2B. C'est la même chose. Et puis ensuite, ces différents rendez-vous vont m'amener vraiment à rentrer dans un niveau de détail qui va me permettre derrière de gagner en organisation, d'avoir un échéancier de paiement clair, d'avoir des traites qui sont claires et de ne pas avoir besoin d'y revenir après parce que justement, on n'a pas été assez dans un niveau de profondeur dès le départ parce que comme on est débordé, on envoie le devis puis on se dit on verra bien. Alors que finalement, il faut vraiment s'y prendre dans l'autre sens. Et chose que je dis toujours, c'est que c'est le début de l'histoire qui fait la fin de l'histoire. Voilà. Et le début de l'histoire, c'est je mets en place une vraie relation avec mon client, je fais différents rendez-vous, je m'intéresse à ses goûts, ses choix, ses envies, son budget, je définis des plans, des perspectives. Et ça, c'est un dossier bien construit qui va amener un client satisfait derrière, qui va amener à ce que les équipes prennent du plaisir aussi à réaliser le projet parce qu'elles savent que le dirigeant a bien fait son travail en amont et qu'il n'y aura pas besoin d'y revenir de nombreuses fois pour justement gommer ces erreurs qui font que effectivement, on peut avoir une certaine trésorerie dehors parce que justement, la pédagogie au départ et la structure n'a pas été mise en place et du coup, on est en mode je cours après l'argent. Je valide à 100%. C'est con, mais quand il y a un petit grain de sable qui se met dans ce process-là,
Même si sur le papier, voilà, et s'il y a un petit grain de sable qui se met parce qu'on n'a pas été réactif, parce qu'on a oublié quelque chose, parce qu'on n'est pas allé au bout de ce bon process que tu préconises, Fred, Oui. bah, le client il va s'engouffrer là-dedans. Il va s'engouffrer. Et il C'est va ça. en profiter pour renégocier, pour faire perdre du temps. C'est là-dessus qu'on va perdre du temps. Donc, Voilà. ce Et process, plus la posture du dirigeante, elle renvoie une image d'artisan, plus les gens ils en profitent. Donc, c'est clair. la posture, ça passe par ce qu'on véhicule et justement le process qu'on fait vivre aux clients. Voilà. Et encore une fois, ça fait que derrière, ça se passe de manière structurée où effectivement, c'est plus difficile. Et comme tu le dis, à partir du moment où le client commence à s'engouffrer sur les détails et laisse traîner, non seulement c'est pas agréable pour le dirigeant, puis en plus, techniquement, ça décale tout le planning. Et là, c'est une véritable, c'est très, très difficile à gérer après pour l'entrepreneur. Ouais, on appelle ça l'onboarding. C'est d'emmener le client, finalement, de l'accueillir. Et après, en effet, c'est l'expérience client, quoi, pour que ce soit fluide. Bon, lui, le client, il appréciera, mais il ne faut pas lui mettre le grain de sable. Surtout dans le BTP, je vous connais dans le BTP, vous êtes toujours là à négocier. Donc, non, c'est important. Si on est en B2B dans le BTP, punaise, il ne faut pas laisser de la place pour une quelconque ouverture, pour une négociation, quoi. Parce que non seulement ça va peut-être réduire votre marge, mais en plus de ça, parce qu'il y aura une négociation, ça va reporter les paiements, quoi. Donc, c'est une galère. Ouais, mais en C'est tout une cas, tu as galère. raison. C'est-à-dire la posture et le process ferment les discussions. Voilà. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Donc ça, c'est important. Et bon, après, pour la gestion, justement, à passer de l'Excel à un logiciel sérieux, ça aide à faire des relances, à suivre justement, à recouvrir ces créances-là, quoi. Donc c'est important que vous soyez bien équipé si vous avez cette ambition, et forcément, vous l'avez si vous êtes là aujourd'hui. Il faut que vous soyez aussi bien équipé. Je pense que voilà, ça, c'est un point essentiel pour votre facturation. Euh, C'était un peu le volet facturation. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, il y a une petite info là. Petit quelque chose. Je vois souvent des entrepreneurs du BTP qui ont des gros chantiers, hein, et qui facturent des acomptes. Des acomptes. Mais non, c'est une vraie facture, les amis. C'est des vraies factures. Faut demander la facture. Il faut payer régulièrement. Il faut l'intituler comme étant une facture. Il ne faut pas se prendre la tête avec des déductions d'acomptes précédemment. Faites des factures, surtout si vous êtes dans le BTP avec du B2B. Eh bien, en fait, il y a des délais de paiement qui sont un peu obligatoires. Et en matérialisant avec une facture, en fait, ça matérialise une date figée de la facture et du coup, un engagement aussi pour celui qui doit la payer, de devoir la payer dans un délai normal, quoi. Donc, Voilà. Et c'est pour ça que ça doit effectivement figurer sur le bon de commande. Voilà. Donc, ouais, dans nos métiers, il y a une chose qui est assez perverse, c'est qu'en fait, un devis dans le secteur du bâtiment fait office de bon de commande. Sauf que pour moi, c'est encore une histoire de posture, c'est que voilà, quand vous êtes en phase finale, il faut absolument sortir un contrat, un bon de commande, encore une fois, qui fige les choses et qui amène cette posture où, encore une fois, je retrouve mon échéancier de paiement avec les dates en face. Et un échéancier de paiement, voilà, on a telle somme à régler le temps par rapport à l'avancement du chantier, un tiers, deux tiers complet. Voilà. Et effectivement, ce que tu dis, ça suit en fait la bonne procédure dès le départ de la vente. Et souvent, en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils ne le font pas? C'est comme la pédagogie n'a pas été faite sur le contrat et que les choses n'ont pas été introduites à ce niveau-là, eh bien, le client reçoit une facture alors qu'il n'a pas été prévenu de ça. Et c'est ce qui fait que l'entrepreneur se retrouve à relancer parce qu'en fait, il n'y a pas eu ce préambule au départ qui explique comment exactement ça va se passer, quoi. exactement. Et alors, je ne sais pas si c'est un petit peu fou là ce que je raconte, mais ça donne des idées, pourquoi pas. J'ai un truc un petit exemple à vous partager. Euh, j'ai un de mes clients qui essaie de faire vivre une expérience client intéressante. Il a du B2B et du B2C. Il refait des appartements, en fait. Il refait des appartements en région parisienne, plutôt des beaux appartements. Et pour améliorer un petit peu la relation, il a créé un site internet avec un espace privé pour chacun de ses clients. Alors, c'est peut-être un budget important, hein, un investissement, hein, mais on ne sait jamais si ça peut inspirer certains d'entre vous aujourd'hui ou pour demain. Et en fait, il prend des photos régulièrement pour les mettre à disposition sur sa plateforme
pour à la fois matérialiser le bon avancement et le respect des délais pour lui, mais en plus de ça, surtout pour montrer au client, rassurer le client, pour montrer que les choses se passent bien, pour que le client puisse suivre le chantier plus ou moins à distance. Alors, même si le client il vient sur place, hein, clairement, hein. Je suis le premier à venir sur place quand j'ai un chantier. Hein. Mais ça va, c'est une expérience, c'est une petite touche qu'il a mis en place pour faciliter cette relation avec le client. Et sachez que, OK, ça peut-être pas, le client va venir sur place pour voir ses chantiers, tout ça. Il va venir sur place. Mais donc, ça n'a peut-être pas d'impact direct sur le client en cours. Par contre, ce client-là qui est en cours, il va en parler autour de lui. Il va en parler à d'autres potentiels clients pour vous. Il va lui dire, ah ouais, j'ai un super mec. En plus, il m'envoie, j'ai un espace, je peux suivre en direct l'avancée de mes travaux, il met des photos dessus et tout. Et ça peut vraiment plaire à vos futurs clients, à vos prospects et à vos futurs clients. Donc, si vous êtes dans une démarche, voilà, c'est d'une pierre deux coups finalement. Mais là où il y a le plus d'impact, c'est sur le bouche à oreille qui va être généré parce que votre client actuel, il va parler de ça à vos futurs clients. Et voilà, c'est une idée un petit peu folle. Lui, il a mis ça en place. Alors, j'ai plus le budget qu'il a pu mettre pour investir là-dedans. Mais voilà, il glisse des petites photos de temps en temps quand les travaux avancent. Et mine de rien, ça plaît, quoi. Voilà. Alors, c'est une idée. Ah ouais, c'est une super idée, Greg. Écoute, c'est ce qu'on conseille de faire WhatsApp d'équipe et effectivement WhatsApp avec le client quand on a un projet important. Effectivement, le fait de faire un petit retour tous les jours avec un petit vocal ou quelques photos, ben déjà, ça valorise mon interlocuteur, et ça va générer qu'il va se sentir en pleine confiance et qu'il ne va pas venir constamment voir où est-ce qu'ils en sont. Encore une fois, c'est quand on est bon communicant, derrière, ça assouplit beaucoup de choses et ça permet de trouver des solutions et d'avancer de manière plus sereinement. Donc, super, merci pour Ouais. cette idée. C'est ça, sur WhatsApp, c'est encore plus simple à faire, mais c'est vrai que je le dis pour moi, hein, ça me ferait chier que que je suis en train de faire un bilan comptable, tu vois, et qu'au-dessus de ma tête, là, j'ai le client qui me regarde, genre constamment, quoi. Ça me ferait chier. En fait, c'est un peu ce que vous avez dans le secteur, quoi. Vous travaillez, tout ça, puis le client, il passe sans prévenir pour voir où vous en êtes, quoi. Je pense que c'est peut-être pas très agréable, quoi. Donc, finalement, en étant proactif, alors, je ne dis pas qu'il va plus venir sur le chantier. Moi, c'est un plaisir de venir respirer la poussière et de voir le chantier. Ouais. Mais en tout cas, peut-être que ça va le pousser à venir un peu moins. Et ça, c'est aussi un confort pour vous, quoi. Ouais, mais tu as pour raison. Avancer plus sereinement. Dans le milieu de la comptabilité ou par exemple dans le milieu de l'automobile, on achète effectivement le produit fini et dans le BTP, on a une particularité, c'est qu'effectivement, il y a une transformation à faire et parfois, effectivement, on peut avoir le client et donc, souvent, la mauvaise habitude, c'est de se dire, je ne vais pas communiquer et puis ça se passe comme ça et puis c'est comme ça. Voilà. Alors qu'effectivement, à partir du moment où on fait ce petit effort-là, et derrière, ça se passe super, super bien. Et effectivement, comme tu le dis, le levier supplémentaire, après, c'est effectivement la recommandation que va générer effectivement l'empathie que vous avez créée avec ce client qui va amener derrière un certain nombre d'affaires. Et encore une fois, on a les amis qu'on fréquente et souvent, c'est un environnement. Et quand vous avez des clients plus haut de gamme, aujourd'hui, ils fréquentent forcément aussi des gens qui sont sur le même milieu social. Et donc, c'est un levier extrêmement intéressant et tu vas entièrement… Le bouche à oreille, ça marche bien encore dans le BTP, hein, ça c'est clair. Donc, si on peut essayer de l'alimenter, si on cherche des nouveaux clients. Alors, je sais qu'il y a du boulot, hein, le BTP, c'est hallucinant et ça va rejoindre un peu la troisième thématique que j'ai envie d'aborder avec vous. Mais on l'a bien vu, hein, avec je ne sais pas comment tout le monde l'a ressenti, mais moi je l'ai vu dans mes clients. Le Covid, le confinement, ça a bossé terriblement bien, quoi, très, très fort. Ça bosse toujours fort, il y a toujours beaucoup de boulot, quoi, hein. Mais là où je veux en venir, c'est que l'administration fiscale, à un moment donné, elle avait comme directive d'éviter d'aller contrôler certaines activités, notamment la restauration qui avait souffert du confinement. Et d'aller plutôt voir les secteurs qui avaient bien fonctionné. Donc, sans doute que parmi les entrepreneurs du bâtiment qui sont là, certains ont été contrôlés parce que ça a été un petit peu la directive d'aller voir le BTP parce qu'eux, ils ont bien bossé, donc on peut éventuellement leur demander des sous, quoi, et d'aller faire des contrôles fiscaux. Je ne sais pas si c'est le ressenti que tu as pu avoir aussi, Fred, mais… je n'ai pas eu trop de retour à ce niveau-là, mais, ça va bon. Mais c'est intéressant. C'était un peu la directive qu'il y avait, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Et du coup, ce qu'ils ont beaucoup regardé,
Alors, ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais c'est le dossier de sous-traitance. D'accord. C'est le dossier que vous devez constituer pour si vous faites appel à la sous-traitance. Il y a des règles qui sont bien précises. Vous devez mentionner des éléments bien précis. Enfin, vous devez conserver des éléments bien précis pour si vous êtes en sous-traitance. Donc, vous devez avoir un dossier régulièrement mis à jour. Et la liste, je suis en train de la reprendre sous les yeux parce qu'elle elle est bien claire. Mais si vous faites appel à de la sous-traitance, vous devez avoir ce classeur ou ce dossier qui est prêt avec vous, avec pour chacun des sous-traitants avec qui vous travaillez, un certain nombre d'informations mises à jour. Parfois, c'est tous les 3 mois. Donc, il faut avoir des éléments qui ont moins de 3 mois. Donc, ça peut être en gros, grosso modo, hein, je pense que vous le savez un petit peu, c'est de s'assurer que notre propre sous-traitant, il paye lui-même ses charges sociales, qu'il paye l'URSSAF, qu'il paye toutes les cotisations sociales qui sont dues sur ses salariés, savoir si ce sous-traitant il a des salariés justement qui sont étrangers. Et il faut que vous ayez, vous, en tant que supérieur au sous-traitant, eh bien, vous ayez la liste des salariés étrangers qui interviendraient sur vos chantiers. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut que vous ayez des attestations, donc savoir s'il a payé toutes les charges sociales. Il faut que vous ayez bien sûr le CABIS de la société, qui est moins de 3 mois, donc qui soit à jour. Et tout ça, il faut savoir s'il a payé ses impôts, d'avoir payé ses charges sociales, il faut savoir s'il a bien payé les impôts. Donc, tout ça, c'est important. Et c'est important parce que vous êtes celui qui lui donne du travail à ce sous-traitant. Donc, vous êtes, au regard de l'administration fiscale, vous en êtes responsable. Ce n'est pas votre salarié, mais vous en êtes vous êtes autant responsable que si c'était votre salarié. Donc, il y a des sanctions qui sont… Ça veut dire que si je n'ai pas fait toutes ces démarches hyper intéressantes dont tu parles, je peux, moi, payer les pots cassés pour mon sous-traitant, c'est bien ça? Exactement, exactement. Il y a des sanctions qui sont lourdes. D'abord, il y a des sanctions pénales. Alors, pénales, c'est quand on fait quand même des grosses bêtises. Mais dans le texte, il est marqué que ça va jusqu'à 3 ans, hein, 3 ans d'emprisonnement. Donc ça, c'est si on aurait organisé quelque chose avec de la sous-traitance et de la magouille pour avoir du pénal. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a des sanctions civiles. Donc là, c'est des amendes qui sont franchement assez lourdes, même très lourdes et très dissuasives. Alors sur le papier, alors vous qui exercez en personne morale en société, l'amende, c'est 200 000 euros. 200 000 euros, c'est l'amende maximum. Alors, je ne l'ai pas vu à ce niveau-là, mais clairement, elle monte très vite. Je vois des amendes qui sont… l'autre jour, c'était 50 000 euros d'amende que j'ai vu. Et je trouvais qu'ils s'en étaient bien sortis, le dirigeant. Tu vois. Donc, se taper 5 000 euros d'amende parce qu'on a un dossier de sous-traitance qui n'est pas complet, ça fait chier, quoi. Ça fait chier, quoi. C'est quand même con. Donc, autant essayer d'éviter, quoi. Donc, dès l'amende, on va aussi devoir… Le risque, c'est de devoir régler les impôts, les taxes et les cotisations sociales du sous-traitant. Oh là là, on va être plein à ouvrir les dossiers là. Et en plus, si vous avez bénéficié d'aides publiques, eh bien, vous allez devoir les rembourser. Donc attention à ce risque-là qui est quand même assez lourd. Voilà. Et si on a un sous-traitant qui travaille uniquement pour nous, il faut faire attention parce qu'on peut être requalifié. Ouais, ça c'est encore autre chose, exactement. Alors, je ne l'ai pas vu, mais sur le texte, ça existe aussi. Hein. C'est vrai, c'est comme les livreurs, hein, comme les livreurs ou les chauffeurs Uber, tout ça. Quand on travaille avec un seul client, notre situation, ça peut être qualifié comme étant du salariat. Donc, si vous avez des sous-traitants, des prestataires qui travaillent que pour vous, sachez-le, il y a un risque. Lui, il est en micro-entreprise, ok, certes, il bosse bien, tout ça, vous avez besoin de lui. Mais le risque, c'est en effet que, alors je ne l'ai jamais vu pour l'instant, mais dans les textes, c'est comme ça. Hein. Alors après, les textes, souvent, ils sont là pour faire peur, hein, pour essayer d'éviter que les gens en abusent. Voilà. Oui. Mais dans le fond, ça peut arriver qu'on puisse se faire redresser, que ce soit requalifié comme étant un salarié. Du coup, le montant que vous avez versé à cette personne, eh bien, ça va être considéré comme étant son salaire net et vous allez devoir payer les charges sociales sur la base de ce salaire net. Donc ça fait mal. Si on revient sur 3 ans, les 3 années en arrière, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et tu as raison, la sous-traitance, c'est un super sujet parce que comme en ce moment, c'est difficile de trouver du personnel, on a de plus en plus envie d'aller vers la sous-traitance. Et effectivement, c'est tentant. Pensez quand même bien, il y a des règles à respecter et aussi, surtout,
une chose qu'on travaille beaucoup avec nos adhérents, c'est que votre entreprise, elle a de valeur qu'à partir du moment où vous avez un ou deux services, éventuellement trois, mais que vous avez une vraie structure autour de vous. Voilà. Sinon, votre entreprise, effectivement, ne dépend pas de votre savoir-faire en interne et amène souvent, je dirais, des problèmes d'évolution, de croissance, d'organisation. Donc, oui, c'est OK, la sous-traitance, c'est un super levier, mais n'en abusez pas parce que ce modèle-là, c'est un modèle qui est quand même souvent mis en difficulté. Ouais, ouais, ouais. Et ça, tu es en train de me chauffer sur un nouveau truc, là. Tu es en train de me chauffer sur un bonus, là. Mais c'est vrai que là, on est dans une optique. C'est là-dessus que tu accompagnes la super communauté autour de toi. C'est là-dessus que tu accompagnes le dirigeant de BTP d'essayer de construire son entreprise, la valoriser. Parce que beaucoup d'entrepreneurs oublient finalement que c'est bien de faire du bénéfice. C'est super. Ça permet de se rémunérer. C'est super. Mais au-delà de ça, développer votre entreprise, la structurer, lui faire prendre de la valeur parce que les choses ne reposent pas uniquement sur votre personne à vous et que vous êtes peut-être du coup remplaçable, eh bien, ça veut dire que votre entreprise, elle est vendable, qu'elle est valorisable. Et donc, en étant valorisable, ça veut dire que ça peut vous faire constituer votre retraite le jour venu. Ça va être votre capital pour votre retraite. Donc, en fait, vous gagnez deux fois si vous suivez ces conseils-là, vous gagnez deux fois. Un, sur votre rémunération parce que vous avez optimisé la gestion de votre entreprise. Et deux, parce que vous allez avoir une deuxième rémunération, ça va être la valeur de votre boîte lorsque vous allez la revendre. Yes. Et au regard de la charge mentale et du temps qu'on y passe, c'est hyper important d'avoir une entreprise au service de sa vie avec des équipes en interne autour de un ou deux services pour se simplifier un maximum la vie et effectivement de passer des paliers, d'être effectivement organisé. Donc, effectivement, c'est tout ce qu'on travaille dans le club dirigeant bâtiment 4.0, les objectifs. Eh bien, la force de vente, comment attirer des contacts en permanence, donc la prospection, comment s'organiser au mieux, donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est également organigramme, management, gestion du temps. Il y a aussi le volet fiscalité où là, effectivement, on va donner des conseils. On s'attache aussi à tout ce qui est digital parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça prend quand même une part importante au travers des logiciels, mais au travers également du site Internet. Et voilà, tu as raison, il y a vraiment plein de sujets passionnants. Et voilà, c'est important de prendre du temps pour avoir un modèle équilibré et surtout travailler sur sa boîte et pas dans sa boîte. Voilà. Parce qu'on le voit tout ça, beaucoup de dirigeants qui aiment, comme on dit, taper dedans. Alors jusqu'à 35-40 ans, ça va, hein, mais après, il peut commencer à arriver des douleurs physiques et puis on a des enfants. Et puis finalement, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on fait de la même manière et on a énormément de mal à effectivement après créer un écosystème, une entreprise autonome. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, nos programmes cartonnent dans ce cadre-là, parce que avoir des techniques, c'est important de les mettre en place et aussi avoir des bons partenaires comme toi, le comptable, expert comptable, le notaire, le banquier, l'assureur. Enfin, il y a tout un écosystème à créer pour effectivement avoir des relations de qualité qui vous portent, qui vous donnent des bons conseils et qui vous permettent de passer au niveau supérieur. Ouais. Donc, non seulement voilà, vous êtes récompensé en suivant finalement ces conseils-là, mais en plus de ça, ça vous ouvre des opportunités. Yes. Et quand on est bien accompagné comme ça, tu te dis avocat, banquier, tout ça. Moi, je dis il faut l'ABC. J'ai une copine, l'ABC, parce qu'il faut l'avocat, le banquier et le comptable. J'ai une copine qui est docteur et qui dit mais non, mais Greg, il faut aussi D, la santé, quoi. Avocat, banquier, comptable et docteur. Ok, il faut une bonne santé, c'est vrai. Et du coup, si vous avez structuré votre entreprise pour qu'elle soit un peu à votre service aussi finalement, et pas l'inverse, si vous êtes bien entouré, eh bien, ça va vous donner des opportunités. Si vous avez bien valorisé votre entreprise, ça va vous donner des opportunités parce que vous avez la chance d'être dans un secteur où vous pouvez aussi travailler pour vous-même. Et il y a un truc qui est super, c'est une fois que votre entreprise elle est valorisée, qu'elle est bien structurée, eh bien, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller voir le banquier. D'aller voir le banquier après avoir fait un prévisionnel. En fait, ce matin, je faisais une présentation sur le prévisionnel, mais un prévisionnel, c'est quoi? C'est de pouvoir essayer d'imaginer notre activité durant les 12 prochains mois ou les 3 prochaines années. Ce n'est pas facile. On va essayer de se projeter. On va essayer de se poser à un moment donné, dans un moment calme. On y réfléchit. Ça permet aussi de réfléchir un petit peu à sa vision, à sa stratégie pour l'avenir éventuellement. Mais
en s'appuyant sur le passé, on va essayer de se projeter sur l'avenir. On va essayer de faire une prévision de son activité. Donc, en faisant cette prévision de son activité, on va essayer de savoir quel chiffre d'affaires on va se projeter, on va réussir à faire et quel niveau de dépenses on va devoir supporter pour réaliser ce chiffre d'affaires. En faisant ce travail-là, on va pouvoir aussi identifier qu'entre notre chiffre d'affaires et nos dépenses, il y a un bénéfice. Le bénéfice, c'est super. On va payer de l'impôt sur les bénéfices. Moi, je suis plus dans une logique, alors c'est peut-être un petit peu atypique, mais je suis plus dans cette logique-là de finalement détecter ce potentiel, détecter cette capacité entre différence de bénéfices, la capacité de bénéfices à venir pour aller l'exploiter, l'anticiper et l'exploiter pour à la fois réinvestir et donc réduire notre bénéfice et donc notre impôt sur les bénéfices, parce que franchement, dans le fond, on n'a pas forcément besoin de faire du bénéfice. Parce que faire du bénéfice, c'est payer de l'impôt sur les bénéfices. C'est tout. Voilà. Donc, finalement, le bénéfice qu'on identifie, on va essayer de l'utiliser comme étant une capacité d'emprunt. En fait, le bénéfice qu'on génère, la trésorerie qu'on génère, c'est potentiellement un crédit qu'on va pouvoir rembourser. Donc, on va identifier ce bénéfice potentiel et on va l'utiliser pour aller souscrire à un emprunt. Et cet emprunt, ça serait pour acheter du patrimoine, acheter des actifs, développer un patrimoine et des actifs pour vous à titre personnel, pour vous, pour votre société, pour la consolider, par exemple. Ça peut être vos propres locaux, ça peut être d'autres locaux que vous allez mettre en location à d'autres personnes. Mais on va s'appuyer sur peut-être la trésorerie de votre société, parce que peut-être que la trésorerie, aujourd'hui, elle est peut-être un peu dans votre poche, mais elle est aussi dans la poche de la société. Donc, on va utiliser cette trésorerie et on va utiliser votre capacité d'emprunt, parce que votre société fonctionne, parce que vous l'avez bien structurée, pour aller faire des investissements, notamment immobiliers. Et ça va permettre d'utiliser votre potentiel en tant qu'entrepreneur, parce qu'on peut emprunter nous-mêmes à titre perso, mais on peut emprunter, on est une deuxième personne qui peut emprunter avec nous, c'est notre société. Donc, on va l'utiliser, cette société, pour aller emprunter et développer un patrimoine immobilier qu'on pourrait utiliser soit pour avoir un complément de revenu pour nos vieux jours, pour notre retraite, ok, très bien, ou aussi pour déjà le transmettre du patrimoine à nos enfants. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, moi, j'ai une fille qui a 7 ans. Elle est associée dans ma holding, elle est associée dans une de mes SCI. Et déjà, en étant dans ma holding, elle est associée un petit peu partout. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est, quand on est entrepreneur, c'est vraiment aussi se faire un prévisionnel, se projeter sur l'avenir de notre activité pour identifier finalement que dans cet avenir, il va y avoir un bénéfice. Ce bénéfice, si on ne fait rien, on va payer de l'impôt sur les bénéfices. OK, c'est peut-être OK là-dessus, il n'y a pas de souci. Ou sinon, si on veut essayer de profiter de ce potentiel, ça serait de l'utiliser pour aller rassurer une banque, obtenir un financement et développer un patrimoine. Parce que peut-être que vous êtes locataire aujourd'hui dans l'entrepôt et que vous avez besoin d'avoir une zone de stockage. J'en ai plein d'entrepreneurs qui cherchent des entrepôts. C'est une vraie galère de trouver un entrepôt en région parisienne aujourd'hui pour stocker le matériel. Mais acheter un entrepôt, ça serait un super investissement. Si vous achetez des locaux pour vos équipes, c'est un super investissement. Acheter un entrepôt pour vos équipes, pour votre stockage, ça serait un super investissement. En gros, ça serait déjà, si vous êtes locataire aujourd'hui, d'éviter de payer un loyer à votre propriétaire et de finalement payer un loyer à un autre propriétaire qui serait vous, finalement. Et en plus de ça, ça serait, c'est votre société qui vous permet de rembourser, de vous développer un patrimoine parce qu'elle va payer un loyer à une autre société qui va vous appartenir et qui va souscrire un emprunt pour acheter un bien immobilier. Et donc, elle va payer un loyer à cette société qui vous appartient. Et donc, en payant ce loyer, ça va permettre déjà à votre société d'exploitation de réduire son bénéfice et donc réduire son impôt sur les bénéfices. Peut-être que vous pouvez prendre un loyer supérieur à ce que vous avez aujourd'hui, supporter un loyer supérieur à ce que vous avez aujourd'hui. Et deux, c'est finalement la société qui vous appartient et qui aura emprunté pour acheter le bien immobilier, elle va encaisser ce loyer et permettre de rembourser le crédit. Et donc, finalement, vous allez vous enrichir au fur et à mesure que le crédit va se rembourser et s'enrichir sans impôt. Parce que si on fait un bon montage, la société qui va acheter le bien immobilier, elle va encaisser un loyer, okay, mais elle va aussi avoir des dépenses, des charges. Et donc, si c'est par exemple une SCI qui serait soumise à l'impôt sur les sociétés, alors attention, chaque situation a des avantages et inconvénients, mais si c'est une SCI qui détient votre bien immobilier qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, on va pouvoir lui faire passer beaucoup de charges dans cette SCI. On va pouvoir faire passer tous les frais d'acquisition, frais de notaire, frais d'enregistrement, les travaux. On va pouvoir faire aussi passer un amortissement du bien immobilier lui-même.
donc créer de la charge sans qu'il y ait de sortie de trésorerie. Donc, comptablement, fiscalement, on rend déficitaire la société qui a acheté le bien immobilier, donc elle ne payera pas d'impôt. En plus, on peut faire supporter un loyer peut-être supérieur à notre société d'exploitation parce que peut-être qu'elle peut se le permettre. Peut-être que vous avez trouvé une pépite, un bien immobilier qui est magnifique et qui peut être un endroit magnifique pour vous permettre de continuer à développer votre activité parce que ça serait une grande zone de stockage, des grands bureaux. C'est supérieur à la société d'exploitation, donc on écrase le bénéfice. Ça permet de payer un peu moins d'impôt sur les bénéfices du coup. Et la petite cerise sur le gâteau, chose que j'ai fait. Alors, ici, on est chez moi. Là, on ne voit rien, c'est juste mon bureau. Mais on est chez moi. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un bien mixte. Ça dépend où vous en êtes dans votre vie, mais si vous êtes à la recherche aussi peut-être d'un nouveau lieu d'habitation, ça pourrait être, la cerise au gâteau, ça pourrait être d'acheter un bien, vous trouvez un bien et d'acheter un bien grâce à la capacité d'emprunt de votre société et grâce à votre capacité d'emprunt à titre personnel, d'acheter un bien qui aurait une destination mixte. Ça signifie une destination commerciale pour stocker vos marchandises et pour héberger vos équipes. Quand je dis héberger, c'est des bureaux. Vous ne donnez pas des lits, je vous rassure. Parce que, par contre, la deuxième chose, donc, ça serait d'avoir ce côté commercial. Deuxième chose, côté habitation. Mais pour vous, pour que vous puissiez habiter dans un bien qui soit peut-être plus confortable que ce que vous avez aujourd'hui, plus grand, et d'acheter peut-être un lieu complet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû le faire. Moi, je sais que j'en ai beaucoup qui ont fait ça. Et d'acheter, en fait, vous avez une capacité d'emprunt qui est accrue parce que vous avez, vous, à titre professionnel, vous, à titre personnel, vous êtes deux potentiellement à emprunter pour acheter un lieu plus grand dans lequel vous pourriez habiter, vous pourriez travailler et vous pourriez stocker vos marchandises. Donc, vous gagneriez du temps aussi dans les transports. Moi, c'est ce que je fais. Je n'ai pas oublié de retirer mes chaussons là, mais j'ai mon appart, c'est un appartement d'habitation ici, il y a 250 mètres carrés, une partie habitation et une partie bureau. J'ai une dizaine de collaborateurs qui travaillent ici. Et ça me permet d'habiter dans un bien que personnellement, je n'aurais jamais pu me financer moi-même tout seul avec mon petit salaire que je me verse. Je me verse 1200, enfin, je ne me le verse même pas. Je me fais un bulletin de paye à 1 200 € brut par mois parce que c'est ce que j'ai besoin pour vivre, pas plus. Voilà. Et en fait, c'est grâce à ma société que j'habite dans un bien immobilier que je n'aurais jamais pu m'offrir autrement, voilà, au cœur de Paris. Donc, et tu as raison, profiter un maximum de la trésorerie. Et bon, tu m'as enlevé mon petit final, mais il y a quelque temps, on était dans un événement ensemble où il y avait à peu près 50 entrepreneurs et Greg, tu étais intervenu brillamment. Et effectivement, tu avais expliqué, toi, en tant que comptable, expert comptable, que effectivement, aujourd'hui, tu te rémunérais 1 200 € par mois. Je me rappelle bien de l'atmosphère qu'il y avait dans la salle à partir du moment où tu as dit ça. C'est-à-dire que tout le monde s'est tu et là, tout le monde a vraiment écouté tes paroles, du pourquoi, du comment. Parce que oui, c'est sûr que dans un État où il y a énormément de charges sociales, effectivement, tout ce que tu décris est très intelligent. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, il y a beaucoup de règles privatives, mais à chaque fois, il y a souvent quand même une règle qui permet de contourner les choses et de continuer à quand même développer son patrimoine. Et si Greg vous le dit en tant que comptable et expert comptable, je pense que c'est la plus belle preuve. Et j'adore le côté justement où vraiment tu dis vraiment la vérité de fond à ce niveau-là et tu te livres. J'avais vraiment adoré moi ce moment, quoi. En fait, il y a 3 choses qui coûtent cher en France. 3 choses. Première chose, les charges sociales sur la rémunération. Alors, il y a la rémunération de vos équipes, vous n'avez pas trop la main là-dessus, et il y a la vôtre. Deuxième chose, il y a l'impôt sur le revenu. Deuxième chose qui coûte cher en France. Et troisième chose, c'est la succession. Aujourd'hui, pour gommer tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me verse le salaire, uniquement le salaire dont j'ai besoin. Tout ce que je le détiens à travers la société ou mes sociétés. À titre personnel, je ne détiens que les parts de ma holding. Et ensuite, ma holding, elle détient toutes les choses. Ça peut être des véhicules, ça peut être l'habitation, ça peut être tout ce que j'ai besoin aussi et qui se rattache à mon activité. Donc, je détiens le minimum, moi, à titre personnel. Donc, comme ça, j'économise des charges sociales. C'est énorme. Et j'économise de l'impôt sur le revenu. Je n'en paye pas. Voilà. Et troisième chose, ce qui coûte cher en France, c'est la succession. Et donc, c'est là que j'ai fait intervenir aussi, j'ai fait rentrer ma fille. J'ai anticipé. Donc, j'ai fait un démembrement des parts de certaines de mes sociétés pour donner une partie donc démembrée des parts à ma fille. C'est quoi le principe?
c'est que quand on détient une société, eh bien, on a le droit, on détient la société, on a le droit d'en toucher les fruits. C'est un droit qui s'appelle l'usufruit. Et on a le droit de revendre les parts. C'est un droit qui s'appelle la nue propriété. Et comme il y a deux droits différents, bah, ces droits, on peut les mettre sur deux personnes différentes. Donc, le principe, c'est que vous conserviez un droit et que vous donniez le droit à quelqu'un d'autre. Moi, en l'occurrence, je garde l'usufruit, donc j'ai le droit d'en toucher les fruits, et je donne la nue propriété à ma fille. Ça, de croquer les fruits juteux et de profiter de tout ça. Voilà. Voilà. Alors après, moi, j'aime bien donner aussi un peu d'usufruit à ma fille, pas qu'elle attende que je disparaisse pour qu'elle récupère un peu le fruit juteux, comme tu dis. Et effectivement, plus on le fait tôt, ben, moins ça coûte, entre guillemets, cher. Et ça, c'est vrai, tu as raison, c'est les trois leviers qu'il faut utiliser. Et moi, il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est que voilà, à partir du moment où vos actifs sont supérieurs à vos passifs, autrement dit, à partir du moment où vos entrées sont supérieures à vos dépenses, vous commencez à être indépendant financièrement. Et donc, à partir de là, effectivement, ben, ça ne sert à rien de vouloir se verser des salaires très importants parce que souvent, et je l'avais vécu avec une connaissance, plus on se verse après, plus on a envie de dépenser, plus l'entreprise paye de choses, plus on se crée en fait finalement des charges, plus il faut alimenter. Et donc, du coup, dès qu'on est dans une période un petit peu plus creuse, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est toujours plus difficile de s'enlever des choses que de mettre en place des petites choses petit à petit et de se faire plaisir. Et effectivement, à partir du moment où les actifs sont supérieurs aux passifs, autant profiter de sa trésor en interne et de faire des montages pour se rémunérer de manière correcte par rapport à votre vie de famille. Est-ce qu'on a un emprunt sur la maison? Est-ce qu'on a un emprunt ou pas sur la voiture? Voilà. À partir du moment où l'alimentaire, le chauffage, l'habitation est payé, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment d'intérêt à aller se verser des salaires mirobolants, quoi. Verser ce qu'on a besoin. Voilà, ça dépend. Chacun va avoir un besoin qui va être différent, mais et peut-être qu'il faut une petite marge aussi, mais on est entrepreneur. Aujourd'hui, celui qui subit la fiscalité en France, c'est le salarié. Donc, on est entrepreneur, on prend des risques, on s'engage, on s'investit beaucoup. On ne doit pas subir la fiscalité comme un salarié. On a cette chance-là de pouvoir choisir la manière dont on se rémunère, choisir le montant dont on se rémunère. Donc, il faut le faire. Il ne faut pas, du coup, subir la fiscalité comme si on était salarié. On a cette chance-là de pouvoir vraiment le faire. Et moi, ça ne m'empêche pas, avec mes 1 200 € bruts par mois, d'aller lever des crédits importants. Aujourd'hui, j'ai 600 mètres carrés de bureaux dans les beaux quartiers à Paris. La semaine dernière, j'ai LVMH qui m'a pris une partie de mes bureaux en location pour vous dire qu'ils sont beaux. Et c'est Cheval Blanc qui est arrivé. Hein, voilà. Donc ça, c'est cool. Et ça ne m'empêche pas d'avoir développé un patrimoine extrêmement vite aussi en le faisant, pas à titre personnel, mais à travers mes sociétés. Donc ça va très vite, beaucoup plus vite. Et ça me permet aussi de les transmettre à ma fille. Et dans mes projets, ça ne m'empêche pas d'abord, je vis correctement, hein, il n'y a pas de souci. Et ça ne m'empêche pas d'avoir des projets même complètement fous avec mon salaire à 1 200 balles par mois. Là, je suis en train de travailler, comme je le disais un petit peu, je le présentais, on s'était vu Fred il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé. Je suis en train de travailler sur l'acquisition d'un château en région parisienne pour développer l'activité événementielle, mariage, séminaire et aussi pour faire kiffer un peu mes équipes et moi-même finalement. Donc, et ça, je le fais avec mon petit salaire de 1 200 € par mois parce que je vais le faire à travers mes sociétés. Et c'est parce que je me verse le salaire dont j'ai besoin que finalement, l'économie que j'en fais, elle est démentielle et ça me permet d'aller financer des projets complètement fous. Voilà, un château. Donc voilà, si vous avez envie de développer un patrimoine immobilier, ça peut se faire très vite, ou un patrimoine tout court, ça peut se faire très vite en mesurant votre rémunération à ce que vous avez besoin. Comme ça, vous économisez charges sociales, impôt sur le revenu. Et ce que vous économisez, vous pouvez le réinvestir. Et même si les conditions d'accès au crédit aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus dures, vous avez quand même un métier qui me fait rêver parce que vous avez cette capacité à valoriser un bien immobilier. Donc, vous pouvez tout à fait, surtout si vous avez une activité qui est peut-être un peu d'autant plus pour en profiter. Bah oui, autant en profiter. Franchement, c'est exactement ça. Vous avez de l'or entre les mains. Moi, j'ai des clients, ils me disent que leurs clients à eux, ils les font chier. Je leur dis, les gars, arrêtez de bosser pour vos clients, bossez pour vous-même. Allez faire vous-même les chantiers pour vos propres biens. Voilà, vous avez plus de clients, vous ne faites plus chier. C'est ça. Voilà. Mais alors, c'est un peu extrême, mais j'aime bien choquer un peu, tu vois, c'est un peu extrême, mais c'est pour vous dire
que vous avez cette chance-là d'être entrepreneur déjà. Donc, choisir la rémunération dont vous êtes, comment vous voulez vous rémunérer et combien vous voulez vous rémunérer. Et deux, être dans un secteur d'activité où vous allez pouvoir revaloriser un bien. Donc, vous avez la chance de pouvoir développer un patrimoine très rapidement grâce au travail de vos équipes, à votre travail pour revaloriser un bien. Donc, surtout si vous avez une activité, encore une fois, peut-être un peu en dents de scie parfois, faites bosser vos gars sur vos propres projets, quoi. Je pense que ça, c'est la base. C'est la base. Et donc, développer votre patrimoine comme ça. C'est un levier fantastique pour en plus combler les trous dans le planning. Voilà. Parce que moi, si j'ai un trou dans mon planning, bon, ça n'arrive pas souvent, mais si j'ai un trou dans mon planning, je ne vais pas me faire un bilan pour le kiff. Je ne vais pas me créer une note pour le kiff. Ça n'apporterait rien, quoi. Tu vois. Alors que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez cette chance-là, finalement, de pouvoir bien valoriser même vos temps faibles de travail. Ouais, yes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Greg, pour toute la valeur que tu nous as apportée. On a passé un super moment et j'espère que vous avez apprécié cet échange. Excellent. Merci beaucoup, en tout cas, Fred, pour l'invitation. Je suis ravi d'avoir partagé tout ça. Ouais. Vous avez mon nom, je pense, qui s'affiche. Si vous voulez regarder un petit peu sur mes réseaux, je partage un petit peu sur YouTube. Si vous voulez, n'hésitez pas, voilà, ou sur Instagram, si ça vous dit. Yes, n'hésitez pas à mettre en commentaire tes liens. Et puis également, n'hésitez pas à commenter, à partager, à nous dire comment vous avez ressenti cette visio. Est-ce que ça vous a aidé sur certains points? Et puis, voilà, on vous souhaite à tous une belle journée. Et puis, on vous dit à tout bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup, Greg. Salut. Merci beaucoup, Fred. À bientôt. Salut à tous.